Voici la vidéo qui a été diffusée en direct hier à Radio-Canada avec Anne-Marie Dussault, la chef d'antenne dans 2460 à RDI en direct, donc sur Radio-Canada en direct. On reçoit une invitation de Radio-Canada hier à participer à deux émissions. Une première avec Patrice Roy en débat pour compte avec Eddie Ratchen. Émission qui s'est passée de façon, somme toute, très, très professionnelle. Puis la deuxième avec Anne-Marie Dussault, la chef d'antenne, qui est une journaliste reconnue. Et on nous avise, puis on entend beaucoup parler, hein, la télévision d'État manipule beaucoup l'opinion publique, porte énormément d'intentions qui diffèrent énormément dans un camp de l'autre, donc on prend parti. Je suis pas le genre de personne à juger de ce que j'entends. J'aime vivre et voir pour tirer mes propres conclusions. Pas d'interprétation, mais observer des faits et en tirer des conclusions. On va y aller. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous diffuse cette vidéo-là en la commentant, évidemment. Portez attention au ton avec lequel je suis reçu par Anne-Marie Dussault, qui est une avocate de formation. Vous allez le voir dans son verbatim, vous allez le voir un peu dans son comportement, qui est très agressif envers moi, qui est très... elle tente littéralement de me faire prendre des parties, de me faire prendre des bouts de phrases, et elle tient à ce que je réponde à ses propos à elle. Il n'y a aucune place pour l'explication. Portez attention à l'intention, à l'intonation de sa voix et l'attitude qu'elle a face à moi dans le premier segment. Ensuite, on ira voir le segment de Nathalie Provost, qui est aussi dans l'émission. Nathalie Provost, qui est une des porte-paroles de Police se souvient, et de la façon dont elle la présente. Alors, première section, je vous présente l'introduction, puis Madame Dussault qui présente Nathalie Provost et qui me reçoit en studio. Portez attention à son attitude. Vous allez comprendre pourquoi les radios de la province de Québec ce matin parlaient de cette entrevue-là comme étant un énorme manque de respect et à la limite un manque à l'éthique journalistique. Regardez bien ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à 2460. Nous allons parler ce soir d'un débat qui continue, qui enflamme le pays. Le gouvernement Trudeau ratisse-t-il trop large avec son projet de loi sur le contrôle des armes à feu? Et c'est une rare sortie publique du gardien étoile Carey Price qui a au fond relancé le débat ce week-end. Dans une publication, il apparaît muni d'une arme à la main. Vous le voyez là, le hockeyeur a joint sa voix à celui d'autres chasseurs pour dénoncer le projet de loi. Le tout à la veille du 33e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, quand même, qui a fait 14 victimes, 14 femmes. Un événement dont, paraît-il, il ignorait l'existence. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui du Canadien. Et pendant ce temps, à Ottawa, le gouvernement se défend de cibler les chasseurs et d'y agir dans l'intérêt de la sécurité des Canadiens en introduisant, enfin, pour le gouvernement, une définition de ce que c'est une arme d'assaut. Certains modèles qu'on ne peut pas permettre dans notre pays parce qu'ils ont été créés pour tuer le plus grand nombre de gens le plus rapidement possible. Et donc, nous allons continuer de faire le travail. On est en train d'écouter les Canadiens pour s'assurer qu'on n'est pas en train de capturer des armes qu'on ne devrait pas. Mais on va continuer d'aller de l'avant pour protéger les communautés. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas aider à combattre la vraie criminalité au lieu de cibler nos chasseurs et nos fermiers? La survivante de Polytechnique et porte-parole de Police se souvient, Nathalie Provost, sera avec nous dans quelques instants. Bonsoir, Mme Provost. Bonsoir. Mais d'abord, le point de vue d'un chasseur avec Martin Bourget que je joins à Québec. Bonsoir, M. Bourget. Bonsoir, ça va bien? Bien, je vous demande si vous êtes rassuré par l'intention du gouvernement de ne pas cibler les chasseurs. Absolument pas, parce que ce qu'on vit présentement, c'est que malgré que ce soit que des modèles d'armes à feu qui sont utilisés pour la chasse soient écrits noir sur blanc sur la liste du gouvernement Trudeau, eh bien, en période de questions, on continue à nier littéralement la présence de ces armes-là dans cette fameuse liste-là. Et la définition, proprement dit, en G4 et G46, inclut en fait des millions d'armes à feu destinées au domaine du tir sportif et de la chasse au Canada. En fait, le gouvernement veut introduire une définition générique oui. En excluant certains calibres, 10 000, vous avez une joule, enfin je ne sais pas, j'ai vu une fois une carabine dans ma main qui avait servi à un meurtre d'ailleurs, celui de France Alain, toujours pas résolu. Cela dit, c'est une arme semi-automatique à percussion centrale qui sont conçues avec des chargeurs de 5 cartouches et plus. Vous êtes d'accord qu'une arme où on peut faire une rafale, 5 cartouches, où on peut tuer 15 personnes en 30 secondes, ça devrait être interdit dans notre société?
c'est présentement illégal à la chasse. C'est le point qui blesse là-dedans, c'est aussi simple que ça, c'est que le modèle qui est proposé, ou du moins la définition qui est proposée, est tellement large. Laissez-moi vous présenter, par exemple, une arme de chasse standard en calibre XY. On va prendre une 308 en semi-automatique qui aurait été fabriquée et vendue au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Au Canada, elle a été livrée avec un chargeur amovible, ou donc un chargeur détachable, qui est capable de prendre trois munitions. Mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il y a des chargeurs qui sont disponibles à 7 ou encore à 10 munitions. Le fait qu'un chargeur soit disponible à plus de 5 munitions ailleurs au moment de sa mise en marché, suivant la définition actuelle de cet amendement-là, le G4 et le G46, rendrait automatiquement, malgré que nous l'avons ici en modèle qui est en bas de 5 cartouches, illégal, et son propriétaire potentiellement criminel s'il décide de conserver son arme. Jusque-là, ça allait très bien. On se rend compte que le dossier, on le connaît un peu. On a des inquiétudes qui sont visiblement fondées puisqu'on se base sur des choses qui sont écrites noir sur blanc. Là, on ramène le verbatim ailleurs. On ramène l'intention complètement ailleurs. Vous allez voir, là, ça change totalement d'intention. On tente de porter des intentions littéralement aux chasseurs. Regardez bien ça. Oui, mais ma question, au fond, c'est en fait, vous plaidez pour les chasseurs. D'ailleurs, Carey Price, et on le voit avec une arme qui n'est même pas une arme prohibée. Donc, elle n'est pas prohibée, son arme, non. Non, mais c'est comme, il la présente sur les réseaux sociaux comme s'il était prohibé, comme s'il était devenu le porte-parole du lobby pro-armes, comme si les chasseurs étaient récupérés, instrumentalisés par le lobby pro-armes, c'est ça, et donc de la désinformation. C'est pas de la désinformation, parce que si vous prenez la liste présente, vous avez des Wetherby, Mark 5. C'est ma question. Je vous parle du message. Ben, c'est justement la réponse à la question. On parle de récupérer en faisant de la désinformation. Je porte une explication sur le fait que non, c'est pas de la désinformation, c'est écrit noir sur blanc, mais c'est pas sur ça qu'elle veut que je me commette. Elle veut que je me commette sur le message qu'elle veut me faire accepter. On continue. Oui. La liste des 300 pages, là, je ne l'ai pas sous les yeux, vous non plus probablement. Mais quand Carey Price laisse entendre au public canadien ou à ceux qui vont sur les réseaux sociaux que l'arme qu'il porte dans les mains est interdite, est-ce que c'est pas une récupération du lobby pro-armes qui fait peur aux chasseurs, qui donne l'impression qu'on lui enlèverait des droits comme chasseur avec l'arme qu'il porte? Je ne peux pas répondre de son intention. Par contre, l'arme qu'il a dans les mains présentement n'est pas dans la liste. La définition la définit potentiellement comme une arme qui deviendra criminalisée si elle reste comme elle l'est présentement. Donc, vous avez raison, elle ne l'est pas présentement. Par contre, son intention, celle-là, je ne peux pas la commenter, c'est pas la mienne. Ouais, parce qu'il persiste et signe à dire qu'il est contre le projet de loi et qu'il a choisi peut-être un moment inopportun pour se prononcer. Il ignorait l'existence de Polytechnique. Alors, évidemment, du côté des partis politiques, je pense à un député libéral, il dit que malgré la liste qui est là, vous avez des milliers d'armes que les chasseurs peuvent utiliser, indépendamment de la liste qui est là, qui pourrait être corrigée d'ailleurs, dit le gouvernement. C'est la problématique. La problématique, c'est qu'on parle de milliers d'armes, mais les définitions actuelles définissent ces armes-là. Donc, potentiellement, si on suit les définitions, si elles ne sont pas clarifiées, si on le veut comme ça, si elles ne sont pas clarifiées, prenez par exemple des armes qui sont dans la liste présentement et on parle des variantes. Alors, dans la liste, on a tous les mécanismes d'armes à feu qu'on utilise présentement à la chasse, à l'exception du mécanisme à pompe. On a des armes à verrou à un coup, des armes à levier à un coup, et on a évidemment la définition des armes semi-automatiques. Et quand on entend les variants, ben, c'est toutes les autres armes avec le même mécanisme. C'est ce qui nous inquiète. En même temps, est-ce qu'il n'est pas légitime de la part d'un gouvernement, depuis 1989 que c'est revendiqué, après cette tragédie, de vouloir interdire des armes de style militaire qui ne servent qu'à tuer? Une arme, ça tue. Mais on ne parle pas d'armes militaires. Là. Dans le cadre qu'on parle présentement, si on parle des armes de chasse et de tir sportif à la base, et non pas des armes comme l'AR-15, par exemple, qui ça, c'est tout un autre dossier. On parle définitivement, par exemple, d'une Wetherby Mark 5, qui est une crosse en bois avec une mire sèche sur le dessus, un fusil à verrou standard avec lequel, pour reprendre les termes, grande Est-ce que ça peut faire des rafales de plus de 5 Non, c'est une arme à un coup. Un coup, puis est-ce que ça dépasse le 10 000 joules?
comme n'importe quelle arme, n'importe quel bout de métal qui a la proportion suffisante pourrait être rechambré par un armurier professionnel. Mais là, on va loin, parce qu'on dit par exemple la Whitterby, c'est justement pour ça qu'on l'a mis là, parce qu'elle s'est déjà fabriquée en quelque part dans un calibre qui atteint les 10 000 joules et plus. Mais là, c'est pas le calibre qu'on met dans la liste. On nomme des numéros de modèles, donc vraiment... Non, dans la liste, en haut de la page, c'est écrit, là, 10 000 joules. Là. Oh, oui, définitivement. C'est pas ce que je viens de dire. Vous voyez un peu, l'intention ramène à pointer, à coincer. Juste commencer, le plus beau s'en vient. Alors, est-ce que vous propagez pas un message un peu erroné, là? Est-ce que vous ne tirez pas les conclusions trop rapidement sur ce que vous risquez de perdre? Est-ce que lorsqu'on a dit l'AR-15 et ses variants, on a perdu une tonne d'autres armes qui ressemblaient à l'AR-15 mais qui répondaient pas à la définition directement? La réponse est oui. Là, on nous sert exactement la même recette et de notre côté, il faudrait ne pas être inquiet face à ça. Quand on parle des variants d'une arme à verrou, là, on parle de plus de la moitié des armes de chasse au Canada. C'est aussi simple que ça. Alors, Puisque Mme Dussault n'obtient pas ce qu'elle veut, on va amener le débat sur un autre point duquel elle peut se servir pour mettre les choses en place. Mais attention, moi, je peux pas m'en servir. On peut pas s'en servir. Non, on est les gros méchants. Regardez bien ça. Ça dérape sur un moyen temps. En terminant, la promotion le vendredi là, de Poly avec le code promo Poly, parce qu'on s'adressait à Poly, se souvient, par la coalition pour les armes à feu, le droit des armes à feu. Est-ce que votre opinion là-dessus? J'ai fait un sourire dans le coin parce que je savais à quoi il en référait, mais définitivement, c'est pas le type de marketing que mon entreprise utiliserait. Ça, c'est définitif. Est-ce que c'est un bon coup? C'est une décision qui n'était pas la bonne? Est-ce que vous le dénoncez? S'il vous plaît, M. Bourget, commettez-vous. Faites la bourde de dire que les propriétaires d'armes à feu légitimes sont des malfrats. Dénoncer peut-être pas à ce point-là. Les deux lobbies, les deux grands lobbies se lancent des balles chacun de leur côté et utilisent... Drôle de formule, se lance des balles. Il y a eu 14 femmes qui ont été tuées en 1989 et j'aurai la survivante avec moi dans un instant. Référence à un jeu où on se lance la balle ou par définition mutuellement se rejeter la responsabilité. Mais je devrais pas avoir besoin de lire une définition comme ça. On a affaire à Mme Dussault qui a un verbatim et un vocabulaire irréprochable. Si elle fait le choix conscient de récupérer cette expression-là et de le tourner à cette sauce-là, elle dévoile son manque d'objectivité. En journalisme, c'est très peu commun de voir ça parce que là, on dirige littéralement les propos. Il y a une intention de la personne derrière la journaliste qui devrait être en train de faire de l'information et qui dirige littéralement les propos ou qui porte les intentions aux propos. Et là, on atteint directement à l'opinion publique. Vous êtes en pleine télé nationale, la télé d'État, là. Je le comprends très bien, mais là on parle de sécurité des citoyens du Canada qui est pour des générations à venir et on rendrait tout ça tributaire de plein de... Il faut avancer aussi. Mais le droit des chasseurs de limiter le type de calibre versus la sécurité publique parce que ces armes-là attirent les tueurs en série, les tueurs de masse. Elles ne sont pas présentes dans l'histoire des criminalités du Canada après une étude appelée par le commissariat de police de Vancouver en post-registre fédéral. En tout cas, il y a eu Québec, il y a eu d'autres massacres. Il y a eu 2 policiers en Ontario il y a quelques semaines avec un SKS. Merci beaucoup, M. Bourget. Merci. Comment on répond à des propos qui sont appuyés par des données, des faits et des statistiques lorsqu'on ne réussit pas à tirer les verres du nez et à diriger les propos dans une intention qu'on veut définitivement porter comme négative à l'écran? Eh bien, on garoche une série d'événements sans mettre de faits, de statistiques et de données dedans, puis on passe au suivant. Yeah! Je poursuis maintenant avec Nathalie Provost. Quand on parlait des types d'armes, moi je connais rien en armes à feu, les technicalités. On connaît rien aux armes à feu, mais on prend une tribune journalistique pour définir ce qu'est une arme d'assaut et comment les armes qui sont présentes dans les armoires des propriétaires légitimes d'armes à feu sont dangereux et devraient être retirées. Vous aurez compris que dans cette première partie d'entrevue-là, les propos étaient très dirigés, étaient très cinglants, étaient très préparés et il y avait là l'opinion et le bon vouloir de présenter les propriétaires d'armes à feu comme étant une problématique. On veut avoir des armes de destruction massive. On nous pointe, nous, comme étant ceux qui font de la désinformation. Et on porte des propos et on a une intention qui est totalement différente. Vous allez le voir dans la première partie d'entrevue qui était avec moi. La deuxième partie d'entrevue, où on tombe soudainement très doux et courtois. J'aurais pu être très cheap au niveau de la définition des armes à feu et des propos techniques dans la première partie d'entrevue. J'espère que vous aurez pu apprécier le fait que je l'ai pas fait parce que c'était pas le point. Le point était de passer une information
qui devrait être commune, qui relate à la sécurité publique, qui est la volonté de tout le monde. Alors là, je veux que vous portiez attention sur la même chose que je vous ai demandé de porter attention dans la première partie de cette entrevue-là, c'est-à-dire l'intention. Regardez comment les propos sont choisis, le ton est choisi, les expressions faciales sont choisies dans la première et dans la deuxième partie de façon totalement différente. Et c'est là que le bas blesse, où est-ce que on nous dit, oui, mais la télévision nationale influence l'opinion publique en laissant tomber complètement l'objectivité et en portant des propos très durs, un regard très dur, une intention très dure et un discours qui laisse pas place à la définition ou à l'argumentation. On coince dans le coin et on tente de faire dire des choses, mais quand on tombe de l'autre côté, on est dans la dentelle, puis pas à peu près. Je vous laisse regarder, vous allez constater de vous-même. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, on est à la veille du 33e anniversaire, vous êtes une survivante. Vous ressentez encore, j'imagine, dans vous les blessures de ce moment-là, sur le plan psychologique et physique. Oui. Ouais. On n'a pas le même ton. On n'a définitivement pas le même ton. Alors, quand on parle de liste d'armes qui briment les chasseurs, pouvez-vous préciser ce qui est écrit sur la liste ou pas? En fait, là où moi je me concentre, c'est qu'enfin on a une définition qui tente de cerner qu'est-ce que c'est qu'une arme d'assaut. Cette définition-là est peut-être pas parfaite du premier coup, on va la définir. Mais contrairement à ce qu'on a depuis 2020, c'est-à-dire une liste d'armes qui sont retirées parce que trop dangereuses, et le marché continue d'en remettre sur le marché et trouve les cracks pour en rajouter, et là il faut qu'on court après le danger. Ce que vient faire une définition qui est peut-être un peu trop restrictive, c'est qu'on va identifier celles qui sont finalement effectivement destinées pour la chasse, puis on les retirera. Mais ce qu'on va retirer, c'est ce qui est moins dangereux. Et on courra après ce qui est moins dangereux. Et à mon avis, ça va protéger les Canadiens. Les experts vont trouver les bons mots pour le faire. J'espère que les politiciens vont comprendre qu'il est nécessaire qu'il y ait une définition. Ouais. Mais c'est pas ça la question. Mais comprenez-vous, est-ce que vous endossez... Ah, il y en a plus de ça. C'est comme toute partie. J'adresse pas les propos de Mme Provost et c'est pas de ça que je veux débattre. Ce que je veux que vous preniez le temps d'apprécier, c'est le temps que prend soudainement Mme Dussault à mettre en place doucement et à adoucir et à laisser aller Mme Provost sur son explication, sur ce qui l'inquiète, sur ce que ça implique, et etc. C'est pas les propos là, que je cible, c'est le fait que on nous reçoit de notre côté avec une intention très, très, très visible et marquée de nous emboîter, littéralement. Puis on reçoit l'autre partie en adoucissant, on attendrit le steak et on laisse ça aller. Voyez lorsqu'on dit là, que la télévision nationale, là, c'est du journaliste de haut niveau, là, c'est la télévision nationale, c'est celle que vous payez avec vos impôts, là. La télévision nationale module le message, c'est ce que vous voyez là. Vous le voyez, vous l'avez vu en direct hier pour la plupart, on voulait vous le rediffuser avec des commentaires parce que c'est important ce qui se passe. Ce qui se passe présentement, là, en journalisme, on devrait aller chercher l'information pure et dure des deux côtés et livrer l'information pour que les gens aient les outils pour porter leur propre interprétation. Ici, là, la journaliste, il va de son appréciation personnelle de la chose et elle va y aller en modulant comme elle le veut bien, suivant son opinion par rapport au pour ou au contre la loi C-21, et elle va moduler le message, le temps d'antenne, le temps qu'elle laisse à son interlocuteur pour répondre, et la façon dont elle va mettre en place les questions et qu'elle va retourner sur la question. La différence, vous la voyez, elle est marquée et c'est gênant. On est à la télévision nationale, c'est une journaliste professionnelle qui répond à un code d'éthique, le conseil de presse est derrière tout ça, l'ombudsman de Radio-Canada est derrière tout ça aussi, à s'assurer qu'il y a une objectivité et une éthique journalistique, et on voit les deux parties reçues et traitées de façon totalement différente. On a définitivement une information qui est dirigée, et on a définitivement une volonté de faire paraître un parti pire que l'autre, et ça, dans ma tête à moi, et ça c'est mon interprétation, c'est pas ça du journalisme. Cette définition-là, je peux la rappeler, là. C'est des armes semi-automatiques à percussion centrale qui sont conçues avec des chargeurs de 5 cartouches et plus. Il semblait dire que cette définition-là amenait sur la liste des armes qui n'auraient pas dû être là parce que ça venait des États-Unis ou d'ailleurs.
j'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est une arme conçue pour des chargeurs à grande capacité, pas adaptable à des chargeurs à grande capacité. Il semble que ça fait une très grande différence et qu'en ce moment, c'est cet élément-là qui crée une énorme confusion et qui alerte les chasseurs qui se disent, ben voyons donc, cette arme-là, elle peut. Oui, elle peut avoir un chargeur de plus grande capacité, mais elle n'a pas été conçue pour un chargeur à grande capacité. Il semble qu'elle est là, la grande différence. Alors, c'est au niveau de la conception qui devient automatiquement illégale. Carey Price persiste et signe et dit « Mes opinions n'engagent que moi ». Dans le Canadien de Montréal, il était peut-être un peu embarrassé, on ne sait pas. Dès qu'on revient dans le dossier des propriétaires légitimes d'armes à feu, dès qu'on s'en va, on sort de la partie pour le contrôle total des armes à feu, on se permet d'y aller d'ironie, on se permet de placer des commentaires personnels, ce qui est rarement vu en journalisme comme ça, de ce niveau-là. On se permet d'assaisonner ce qu'on va dire, on se permet de démoniser. Vous voyez à quel point il y a une coupure franche dans l'information qu'on décide de livrer. Et là, c'est plus de l'information rendu là. Rendu là, on porte une intention à des propos. On débarque du discours informatif, du discours journalistique pour aller influencer l'information qu'on va donner et influencer la façon dont le message va être reçu dans le salon des gens. On vient de revenir dans le dossier, ou du moins dans le camp des propriétaires légitimes d'armes à feu, et on se permet d'être pernicieux comme ça. Ça, c'est ce dont je vous parle. Et ça se passe comme ça tout le long. Ils n'ont rien dit. J'aborde cette question parce qu'elle est soulevée en ce moment et non par manque de respect envers qui que ce soit. Est-ce que... Et puis il dit non, je n'étais pas... Bon, il n'était pas d'accord, il n'était pas transitionnel. Alors, de récupérer des personnalités comme Carey Price à la veille de l'événement, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il ignorait la tragédie. Là. Écoutez, c'est très délicat pour moi. Je pense que c'est un personnage important pour beaucoup de Canadiens. C'est un symbole. Et qu'on utilise face à un autre symbole. Hein, le féminicide de Polytechnique est un symbole au Canada. Je crois à la bonne foi de M. Price et j'ai pas d'énergie à essayer de... Nathalie Provost vient de ressentir le besoin de venir peut-être adoucir parce que la journaliste a été trop loin. On vient de voir ça, chapeau, là. Honnêtement, chapeau. Là. Je veux dire, la reprise de discours à ce moment-là, là, je la vois de manière très, très, très positive. Et on voit là-dedans, provenant de Nathalie Provost, quand même, qui est la porte-parole de Police se souvient, une certaine résilience puis une certaine sagesse dans laquelle elle apporte les propos, mais qui est définitivement placée là parce qu'on se rend compte, même du côté de Mme Provost, que peut-être les propos sont un peu trop dirigés, là. On est un peu trop dans la démagogie, là. Hey, c'est grave, là. C'est Nathalie Provost qui vient adoucir les propos en reprise de la cible que la journaliste vient d'utiliser. Pensez-y, c'est la porte-parole de Police se souvient. Chapeau, chapeau. Nathalie, chapeau. Saint-Louis est intervenu, il a dit que Carey Price est un homme sensible, un homme de famille et tout ça, puis lui il défend le chasseur et non pas les autres affaires. C'est ce que je crois. Maintenant, politiquement, ça va être très difficile. Mais ce qui m'importe, puis qui est très, très, très important de rappeler ici, c'est que la possibilité d'avoir une arme n'est pas un droit, c'est un privilège. Si le gouvernement décide qu'on n'a plus le privilège d'utiliser des voitures 8 cylindres ou 12 cylindres parce que c'est trop polluant, parce que ci, parce que ça, ben c'est tout, mais ça ne nous enlève pas le privilège de conduire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer en ce moment. Police se souvient, depuis 33 ans, n'a jamais milité contre la chasse et n'a jamais voulu bannir les armes de chasse. Ce qu'on veut, c'est sortir les armes trop dangereuses de nos rues et c'est la première demande qu'on a faite en janvier 1990. Et quand M. Bourget dit qu'il n'y a jamais eu d'exemple de tueurs en série ici avec des armes d'assaut. Je n'ai jamais dit ça. Revisionnez la vidéo. Madame Dussault a la mémoire bien courte lorsque ça sert le message qu'elle veut passer. Je n'ai jamais parlé du fait qu'il n'y avait jamais eu de tuerie en série avec des armes d'assaut. Et là, on va justement corriger ce tir-là par la suite. Nathalie va le corriger. Mais je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que les armes légitimement détenues par les propriétaires d'armes à feu ont été prouvées comme étant absentes de la criminalité par une étude post-registre fédéral qui a été appelée par le commissariat de police de Vancouver. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et Madame Dussault, réécoutez votre entrevue. C'est vous qui essayez de me coincer avec vos questions au moment où est-ce que j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'armes d'assaut qui... Écoutez, ça, c'est exactement de quoi on parle. Vous le voyez encore une fois. C'est de porter des propos et de
faire de l'amnésie volontaire et de les ramener et de les manipuler puis de faire porter le tort dans des propos qui ont même pas été dits. C'est là qu'on est rendu en journalisme, là, à Radio-Canada. Pensez-y. Peut-être pas d'armes en série, mais combien de féminicides avec des armes de chasse? C'est peut-être pas en série, mais c'est pas acceptable non plus. Et l'année passée, ça a été une année record. Fait que pour moi, quand je travaille pour le contrôle des armes à feu, je travaille, oui, pour essayer de réduire. Puis c'est possible que ça arrive encore, les tueries de masse, mais je travaille aussi pour que les féminicides avec des armes d'assaut, avec des armes tout court, il y en ait moins. C'est toute une culture des armes qu'il faut défaire et c'est très dur. Êtes-vous inquiète parce que, évidemment, ça fait depuis 89 que vous militez. Certains se souviendront de vous, des images ce jour-là sur Civière parce que vous avez reçu des balles et tout. Vous avez, avec Heidi Ashton, jamais cessé de militer. Il y a eu des avancées, il y a eu des reculs. Là, on a un gouvernement minoritaire. M. Trudeau va aussi loin qu'il avait promis d'aller au cours de la campagne électorale. Mais là, ça doit négocier avec le Bloc, avec le NPD, puis évidemment, les conservateurs sont contre. Êtes-vous inquiète? Je suis préoccupée parce que la définition de l'amendement semble pas être claire. Il faut que des experts appuient les parlementaires qui étudient le projet de loi pour éclairer correctement la discussion. Et c'est pas moi l'expert ici. On s'assure aussi que la discussion demeure le plus sereine possible à l'Assemblée nationale, au Parlement, à la Chambre des communes. Donc, vraiment, il faut que les experts viennent nommer, clarifier les choses. J'entendais Francis Langlois, ils ont des choses intéressantes à dire. Et on fait affaire avec des entreprises qui font du marketing et qui ont tout intérêt à continuer de garder de nombreuses armes. Puis c'est un privilège qu'on s'attaque et pas à des droits. Puis en terminant, je vais vous citer Mme Edwards, que vous connaissez dans un communiqué, vous avez émis la mère d'Anne-Marie, qui est décédée lors du massacre. Elle a dit plus de 30 années de lutte, de travail et de sacrifice pour empêcher que d'autres familles ne vivent la même horreur. Si ça ne passe pas cette fois-ci, elle est inquiète. Bien évidemment. Évidemment. Si ça passe pas cette fois-ci, pensez-vous qu'on va être là encore dans 33 ans? Je vais être en marchette. Merci Nathalie Provost. Merci. Au revoir. On voulait l'essayer, faire un test, voir si la rumeur populaire qui tentait à dire que les propos sont dirigés à la télévision d'État et qu'on tend à manipuler l'opinion publique, on tend à diriger l'opinion publique, eh bien, je pense que l'expérience est très concluante, puis on va y aller sur des faits, et non pas juste mon interprétation de la chose. Alors, dans un premier temps, on donne un très court laps de temps pour la partie, malheureusement, qu'on appelle chasseur, qui aurait dû être soit porté vers chasseur et tireur sportif, ou encore propriétaire d'armes à feu légitimes, mais ça, c'est un mot qui est beaucoup trop beau. On donne un très court laps de temps pour s'exprimer à cette partie-là du débat, et on tente de coincer et de faire porter des propos, et on a définitivement un ton, une intention, un verbatim et un non-verbal qui est très sévère, qui est très orienté. Hein? On oriente les propos et on porte tout le négatif de ce côté-là. On est cinglant, on tente de coincer. Elle a voulu me faire porter les propos de d'autres à plusieurs reprises et me faire dire, me commettre. On passe à la deuxième partie. Et là, c'est totalement différent. Première des choses, énormément de temps, c'est tout le reste de cette partie-là d'émission. Et on laisse l'autre partie s'expliquer. On met même en bouche, on met même en place. On met ça, je veux pas utiliser le terme spectaculaire, mais vous comprenez. On met en place l'importance qu'on reconnaît. On reconnaît tous l'importance de ces terribles événements-là. Et on aimerait travailler main dans la main avec ces gens-là pour voir une meilleure sécurité publique, parce qu'on connaît la source du problème. C'est ce qu'on veut faire. Alors moi, je me pointe là avec toutes les bonnes intentions du monde, en pensant que peut-être on va pouvoir parler du fait que le débat là, qu'il y a présentement, il n'y a même pas lieu d'être. On veut ramener ça à la sécurité publique, et dans ce sens-là, on connaît les mesures à mettre en place, on les connaît, ils sont identifiés par des professionnels, des faits, des statistiques, hein, des corps policiers, des associations nationales de chefs de police, de services frontaliers, et etc. On voudrait parler avec ces gens-là et aller dans le même sens. Mais c'est pas ce qu'on laisse transparaître comme message. On manipule l'information et on manipule l'opinion publique en démonisant, vous l'avez vu, là, un très court laps de temps, tente de coincer, très négatif, l'intention est très négative.
Puis on passe dans la dentelle totale dans la deuxième partie de l'entrevue où est-ce qu'on met en place, on rend ça grave, on porte des propos que j'ai même pas dit, hein, je l'ai commenté. Alors ça, c'est votre télévision d'État nationale. C'est l'information que les non-propriétaires d'armes à feu reçoivent. Et c'est à partir de là que je dis que ces gens-là ont raison de penser comme ils pensent, parce que c'est l'information qui leur est disponible. Mais jamais, en journalisme, on devrait avoir le droit, sans se faire taper ses doigts, de manipuler ou de porter de l'intention à de l'information comme ça. C'est pas ça. Ma vision du journalisme. Ma vision du journalisme, c'est de donner de l'information, que les gens soient d'accord ou pas avec l'information qu'on donne. On donne l'information pour que les gens aient des outils en main pour porter leur propre interprétation ou du moins porter leur définition de ce qui est en train de se passer et prendre un camp ou l'autre à leur guise avec une information juste, correcte et complète. Ça, c'est du journalisme et c'est ce à quoi on devrait s'attendre d'une télévision nationale payée avec vos impôts, gang, subventionnés à côté d'embarrure, avec le droit à publicité. Je veux dire, pas personne qui peut compétitionner ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je laisse dans les commentaires les informations du conseil de presse et de l'Ombudsman de Radio-Canada. Je pense que ce genre de situation-là doit être signalé. Si on ne signale pas ce genre de situation-là, eh bien, ça va juste continuer à se reproduire. On ne peut pas permettre sur une télévision nationale de diriger le discours comme ça et de venir intervenir dans un débat qui porte à sécuriser nos enfants en vie présentement pour les futures générations dans les rues. On reconnaît l'ensemble des terribles événements et c'est pour ça qu'on veut que l'information juste et correcte se livre. Je livre pas le message d'abolition de quoi que ce soit ce matin. Là. Ce que je vous dis, c'est qu'on veut que l'information juste et correcte soit livrée pour que les gens puissent savoir ce qui se passe et porter leur interprétation. Ce qui vient de se passer, c'est pas ça du tout. Je vous mets l'information du conseil de presse et de l'Ombudsman de Radio-Canada dans les commentaires. Vous en faites ce que vous en voulez, mais j'ai l'impression que tous ensemble, on devrait au moins signifier notre mécontentement sur ce type de manipulation d'informations-là, parce que, gang, c'est vraiment pas avec ça qu'on va arriver à avoir une sécurité réelle dans les rues pour nos enfants et les générations à venir. Tout ça dans le plus grand respect des terribles tragédies qui ont eu dans le passé. Gang, vous savez quoi faire. À partir de là, c'est votre choix. Je veux juste vous livrer l'information.